Jacques Mistral, vous êtes directeur des études économiques de l'IFRI, également membre du Conseil d'analyse économique du Premier ministre. L'euro est-il, comme on l'entend souvent, surévalué ? La surévaluation d'une monnaie, c'est un concept qui est assez difficile à définir et encore plus à mesurer. Alors, pour ne pas fuir mes responsabilités, je vous dirais que beaucoup d'économistes considèrent qu'une bonne parité de l'euro serait au voisinage de 1,20, 1,25 $ pour 1 euro. Cela avec une marge de variation assez grande, c'est-à-dire que si on prend cette petite plage comme centrale, il est clair qu'entre 1,10 et 1,35, il serait très difficile de se prononcer, et d'ailleurs on en a vu la preuve, puisque tant que l'euro était en dessous de 1,35, des questions soulevées par cette parité euro-dollar restaient assez limitées. Alors au-delà de 1,35, 1,40, il est évident qu'on entre dans une zone dans laquelle on peut commencer à dire à parler de surévaluation, comme cela se dit souvent, mais c'est une qualification qui ne traite qu'un aspect du problème, un aspect très important, puisqu'il s'agit de l'industrie, de la compétitivité, mais ce n'est quand même qu'un aspect, puisque aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, dans le monde globalisé, les taux de change sont déterminés non pas par les considérations commerciales, mais par les flux de capitaux. Et par conséquent, en prenant cet autre critère, il va de soi que la notion de surévaluation, à ce moment-là, disparaît complètement. Le taux de change est ce qu'il est parce qu'à un moment donné, l'allocation mondiale de l'épargne entre les différents véhicules dans lesquels elle peut se placer, dans les différentes monnaies, décide finalement que la bonne parité des monnaies est celle que vous constatez jour après jour sur le marché. Nicolas Sarkozy, le président de la République française, a reproché à l'Europe de ne pas pratiquer une politique de change conforme à ses intérêts. Il parle de quels intérêts exactement ? C'est à lui qu'il faudrait poser la question. La politique monétaire de la zone euro a été confiée à une institution très respectable qui s'appelle la Banque Centrale Européenne par un traité qui a été approuvé par référendum ou par voie parlementaire par des centaines de millions d'Européens. Et la conduite de la politique monétaire a été confiée à cette institution qui a été dotée d'un statut de très grande indépendance. Les intérêts européens en matière monétaire ont été définis au fil des travaux préparatoires à ces traités, ont été définis en privilégiant la stabilité des prix, et ce pour une raison simple, c'est que le continent européen a souvent souffert de rythmes d'inflation trop élevés, dont on sait que même si l'inflation reste modérée, elle pèse toujours sur les plus modestes, et dont on sait aussi qu'elle est souvent le signe de désordres financiers graves, comme on en a souvent eu l'exemple dans l'histoire monétaire française, et dont on sait aussi qu'elle peut parfois déboucher sur des circonstances historiques qui ne sont pas graves, mais qui sont absolument dramatiques, comme cela a été le cas en Allemagne. Donc c'est toute cette raison, toute cette histoire de la monnaie en Europe qui, selon moi, a conduit à cette décision, à cette double décision du traité de confier les intérêts monétaires de l'Europe à la Banque centrale et d'en faire une institution indépendante. Et je dois donc dire que, dans ce cadre très général, la BCE, à mon avis, a parfaitement répondu à ce que devait être l'intérêt général européen. Sur quoi vais-je m'appuyer pour illustrer ce point ? Eh bien, sur les considérations suivantes concernant sa politique monétaire depuis l'introduction de l'euro. On a souvent craint, avant les propos que vous citez du président de la République, on a souvent craint que la BCE mène une politique trop restrictive. Ça n'a pas été le cas, par exemple, dans la première phase, où l'euro est tombé de 1,20 à 0,87 centimes par dollar, ce qui était une période tragique et pour les gouvernements et pour la Banque centrale. Les ministres européens de l'Eurogroupe s'exprimaient sans cesse sur ce sujet. Jamais la Banque centrale n'a entrepris de lutter contre cette détérioration, cette dépréciation de l'euro par une politique très agressive de taux d'intérêt.
Et par la suite, à un moment où l'euro est revenu dans une zone plus confortable, des tensions inflationnistes se sont développées en Europe et sont manifestes aujourd'hui avec les inquiétudes que l'on voit sur le pouvoir d'achat, à un rythme plus élevé qu'aux États-Unis. La situation de l'inflation dans les deux continents a été très différente. Et là encore, la BCE n'a jamais réagi avec agressivité au fait que son objectif de 2% pouvait être dépassé. Donc je pense que la BCE, depuis son origine, pèse très soigneusement les différentes composantes de cet intérêt général européen, qu'elle n'a jamais eu de politique s'engageant dans une direction dangereuse, et que par conséquent, elle a rempli bien son mandat. On oppose de plus en plus la stratégie de la BCE à celle de la Fed. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que déjà on peut les comparer? Alors les comparer, évidemment c'est intéressant. Moi je dirais d'abord que depuis la crise financière de l'été dernier, les deux banques centrales ont pratiqué, chacune dans un contexte institutionnel et financier un petit peu différent, mais ont réagi avec beaucoup de rapidité, beaucoup de savoir-faire, dans un esprit de coopération, qui fait que les enchaînements très négatifs qu'on aurait pu observer après le mois d'août ne se sont pas produits. Et donc je salue la façon dont les affaires monétaires ont été pilotées par les deux banques centrales, par la Banque d'Angleterre également, mais à un moindre degré, dans le semestre qui vient de s'écouler. Au-delà, ce qu'on met souvent en cause à travers votre question, c'est le fait que la Fed a entrepris de baisser les taux beaucoup plus rapidement que la BCE. Cela est dû simplement à ce que l'intérêt financier américain est très différent du nôtre. Le système financier américain est dans un état qu'on ne qualifiera pas de tragique, mais qui est en tout cas extrêmement détérioré. Et au-delà de la rhétorique qui justifie les baisses de taux en expliquant que c'est bon pour l'emploi, la réalité, c'est que ces baisses de taux ont pour mission principale de sauver le système financier, à la fois dans sa composante ménage, disons tous les ménages endettés à l'excès et qui se trouvent dans l'incapacité de rembourser leurs emprunts à des taux conformes à ceux qu'on avait il y a ne serait-ce que 6 mois, et les intérêts du système financier, des banques, des hedge funds, du private equity, qui a besoin de moyens de refinancement à des taux abordables pour retrouver des équilibres bilanciels plus favorables. C'est une démarche qui avait déjà été adoptée dans les années 90. La baisse des taux de la Fed, la baisse donc de la ressource, du coût de la ressource monétaire, est le moyen pour la Fed de redoper les comptes des institutions financières. On est dans une situation très différente en Europe et par conséquent la BCE n'a aucune raison de suivre cette stratégie. En revanche en Europe, on voit bien, les indices des derniers mois l'ont clairement prouvé, les inquiétudes dont on parle en France maintenant chaque jour sur la hausse excessive de certains produits, tout cela prouve que l'inflation est à juste titre considérée comme une préoccupation sérieuse pour l'avenir par la Banque centrale. Jacques Mistral, merci.